Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous allons essayer d'éclairer certains éléments de l'actualité. Nous le ferons avec David Jays, essayiste et enseignant à Sciences Po, avec Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, Nicole Niesotto, professeure titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro se penche sur la nouvelle guerre froide Chine-États-Unis. La sinologue Alice Ekman dissèque le projet chinois d'une mondialisation alternative connu sous le nom de Nouvelle route de la soie. Le journaliste Sylvain Sipel décrit l'instrumentalisation de l'hostilité anti-chinoise par Donald Trump. L'ancien diplomate François Hesbourg revient sur un demi-siècle de rivalité croissante entre les deux pays, et le géopolitologue Dominique Moïsi se demande comment la Chine pourra concilier capitalisme et communisme quand la croissance n'est plus au rendez-vous, et il rappelle que l'Amérique reste la première puissance militaire et économique mondiale, même si dans ces deux domaines, la Chine se rapproche. Il rappelle aussi que les meilleures universités américaines sont toujours en tête du classement mondial, que les GAFAM consolident leur emprise sur la nouvelle économie et qu'à travers le succès de ces séries souvent produites par Netflix, l'Amérique continue de contrôler l'imaginaire et les émotions du monde. Sous l'onglet Lebada, outre un récent entretien avec le professeur Manuel Antonio Garretón, sociologue, sur la situation politique et sanitaire au Chili, vous pouvez trouver depuis mardi dernier un entretien avec François Venthomme, rédacteur en chef du Courrier australien, sur la réaction à la pandémie dans l'île continent après les récents incendies ravageurs. Après la Russie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Grèce, le Chili et l'Australie, je vous annonce et vous recommande un bada sur le Vanuatu pour le début de la semaine prochaine. Nous vivons de vos contributions et de vos encouragements, ne nous ménagez ni les unes ni les autres. Venons-en maintenant à notre premier sujet sur ce qui se passe aux États-Unis. Le 25 mai, un policier de Minneapolis a été filmé alors qu'il écrasait de son genou pendant 9 minutes le cou d'un Africain-Américain, George Floyd, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Dans son agonie, Floyd a gémi qu'il ne parvenait plus à respirer, une plainte qui rappelle les derniers mots d'Eric Garner, dont le décès en 2014 avait contribué à donner naissance au mouvement Black Lives Matter, les vies noires comptent. La mort de George Floyd est survenue seulement 3 jours après l'arrestation en Géorgie de 3 hommes accusés d'avoir frappé et assassiné un jeune noir, Ahmaud Arbery, alors qu'il faisait son jogging. À Minneapolis, les manifestants ont déferlé dans les rues et la police a réagi beaucoup plus durement que face aux contestataires anti-confinement armés jusqu'aux dents. Dans la soirée du 27 mai, les manifestations pacifiques ont dégénéré en émeutes. Le lendemain, le gouverneur démocrate du Minnesota appelait en renfort la garde nationale. La colère provoquée par la mort de George Floyd à Minneapolis a continué de s'étendre, embrasant quelques 40 grandes villes du pays, certaines ayant dû instaurer un couvre-feu. Face à ces troubles, le président américain a menacé de déployer l'armée pour venir à bout de ce qu'il a qualifié de terrorisme intérieur. Il pourrait mettre en œuvre une loi de 1807 qui n'a pas été appliquée depuis 30 ans. Cette éventualité a semé le trouble dans l'institution militaire. L'ancien secrétaire d'État à la Défense, l'ex-général des Marines, James Mattis, a publié mercredi une tribune incendiaire accusant le président de diviser le pays. « Je n'ai jamais imaginé, écrit-il, qu'on ordonnerait à des soldats de violer les droits constitutionnels de leurs concitoyens. » L'amiral Mullen, ex-chef d'état-major des armées, le général Allen, ancien patron de la coalition contre Daesh, et l'actuel chef d'état-major se sont prononcés contre le président, mais Mark Esper, l'actuel secrétaire à la Défense, a lui aussi pris ses distances avec la menace de la militarisation brandie par le président américain. Selon le New York Times, 40% des effectifs de l'armée américaine sont des personnes de couleur. Barack Obama a estimé que les Noirs ont joué un rôle prépondérant pour réveiller le pays. Sur cette question, Béatrice Gibelin.
Oui, on parle donc des émeutes raciales depuis effectivement cet assassinat, parce que je pense qu'on ne peut pas parler autrement, de ce jeune noir américain. On a sans doute tous vu la vidéo qui est absolument effrayante. Et la réaction aux États-Unis me semble d'une nature différente des émeutes raciales qu'on a connues aux États-Unis, très nombreuses dans les années 60, et puis en 1992, avec la mort de Rodney King, et puis en 2014, dans la ville du Missouri de Ferguson, et de nouveau à Baltimore en 2015. Mais là, on est sur une réaction qui me semble d'un ordre véritablement différent. D'abord, je trouve que le terme d'émeute est peut-être excessif. Oui, il y a eu des pillages, c'est vrai, mais ce sont très majoritairement des manifestations pacifiques. Et dans très nombreuses villes des États-Unis, et qui réunit non pas seulement des Noirs bien sûr, mais aussi de nombreux Blancs, de nombreux Latinos, des gens, c'est vrai, en grande majorité jeunes, oui, mais aussi des gens plus âgés, c'est-à-dire une société américaine pour partie absolument révoltée, scandalisée par cette vidéo. C'est-à-dire que d'une certaine façon, les réseaux sociaux ont aidé au réveil, à la prise de conscience que trop, c'était trop. Et je pense que c'est quelque chose de tout à fait intéressant, dans la mesure où tous ces manifestants se réunissent en associant, je pense tout du moins, en associant des problématiques différentes sur l'injustice vis-à-vis des Noirs et la discrimination, assurément, mais aussi contre l'homophobie, contre des injustices sociales absolument scandaleuses et qui ne font que s'aggraver. C'est-à-dire que ce sont, d'une certaine façon, tous les ennemis de Trump qui manifestent à cette occasion. Alors, la question importante, je crois, c'est est-ce que ces émeutes ou ces manifestations, je préfère encore ce terme-là, vont avoir une incidence sur les élections présidentielles qui se tiennent en novembre? Parce que c'est là l'une des questions importantes. Sur le plan international, assurément, il y a des réactions. On a vu cette manifestation à Paris, 20 000 personnes qui se réunissent sur une manifestation non autorisée. C'est tout à fait étonnant. Mais on a eu des choses à Londres et dans d'autres capitales. Alors, qu'est-ce qui peut se passer sur ces présidentielles? Spontanément, on a envie de dire Trump va se trouver fragilisé avec ce qui se passe. Ceci étant, comme les élections, le système électoral américain et pas celui du suffrage universel direct, mais celui des grands électeurs, les choses peuvent être un peu plus compliquées. Et je pense que les républicains, s'ils étaient pas tous derrière Trump en 2016, sont aujourd'hui derrière leur président, qui les a beaucoup choyés avec une baisse des impôts, qui leur a offert la Cour suprême, donc qui joue avec un certain savoir-faire de ce sentiment de retrouver l'Amérique. Et je pense que dans l'affrontement qu'il a avec la Chine en ce moment, il le joue à plein, parce que c'est pour une grande partie des Américains, qu'ils soient démocrates ou qu'ils soient républicains, une réaction d'hostilité à la Chine qui est très très forte. Alors, ces élections se jouant au niveau des États, je ne suis pas si sûre que ça qu'on puisse aller vers une défaite de Trump. Tout dépendra de la mobilisation de la jeunesse, des Noirs qui ne s'étaient guère mobilisés pour Hillary Clinton alors qu'ils s'étaient mobilisés pour Obama, et surtout non seulement du nombre, mais où vont-ils se mobiliser? Se mobiliser beaucoup dans des États démocrates, en Californie ou à New York, ne donnera pas plus de grands électeurs. Ils auront toujours ce même nombre. Et ce qui est important, c'est de voir où, dans ces fameux swing states, où
où les choses se sont jouées à peu, est-ce que là, on aura la mobilisation importante, sachant que les républicains font tout ce qu'ils peuvent pour rendre difficile l'acte même d'aller voter. Ce qui est important à regarder de près, c'est que dans un certain nombre de villes, et je pense à la Floride pour ça, peu de lieux pour aller voter, pas de transport en commun, et le Covid-19 va pouvoir peut-être servir Trump, parce que la mobilité des militants, auxquels on faisait prendre l'avion pour aller porter la bonne parole et conduire les gens jusqu'au bureau de vote, ne va pas pouvoir se faire. Donc, je reste extrêmement prudente sur les conséquences de ces émeutes raciales qui ont quelque chose de, j'allais dire, vous avez peut-être été choqué, de réjouissant de voir un pays se réveiller comme ça, mais c'est pas encore gagné pour novembre 2020. L'écrivain américain James Baldwin, dans un texte magnifique qui s'appelle « La prochaine fois le feu », avait écrit « Il faut beaucoup de souplesse spirituelle pour ne pas haïr celui qui vous hait et dont le pied écrase votre nuque. Et ne pas apprendre à vos enfants à le haïr exige une sensibilité et une charité encore plus miraculeuse. » Parole presque prophétique, écrite il y a 50 ans de cela. Et il est vrai que l'Amérique, ces dernières semaines, avait un parfum des années 1960, avec d'un côté la reprise des vols spatiaux et de l'autre la flambée des manifestations et des émeutes à caractère racial, cependant que le président Trump tweetait sur la majorité silencieuse. C'est triste d'une certaine manière parce que on a le sentiment que peu de choses ont évolué depuis les années 1960. Quelques chiffres suffisent à l'attester. Aujourd'hui, le revenu moyen des ménages blancs est de $70 000 par an à peu près, contre 40 000 pour les ménages noirs, c'est-à-dire presque du simple au double. Le taux de chômage est aussi du simple au double et vraisemblablement, compte tenu de la structure des emplois occupés par les minorités, en particulier la communauté afro-américaine, la crise économique qui s'amplifie à la suite de la crise sanitaire va toucher beaucoup plus fortement cette communauté. Et cette crise économique n'est pas pour rien aussi dans l'exacerbation des tensions ces derniers jours. On voit effectivement que tous les ressorts sont en train de se déglinguer et que la situation était extrêmement inquiétante et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, quasiment inédite depuis fort longtemps. D'autant plus que il existe un amortisseur très fort aux États-Unis en temps normal, c'est l'autorité fédérale, à commencer par le président de la République, qui normalement est censé, dans un contexte pareil, rechercher l'apaisement, rechercher la concorde, rechercher des solutions. Et là, au contraire, on a un président qui excite la division pour essayer de faire oublier sa gestion désastreuse du coronavirus et remotiver sa base sociale et électorale qui est composée en partie de suprémacistes blancs et de militants très hostiles aux minorités. On se rappelle prononcé par Trump il y a quelques jours, « When the looting starts, the shooting starts », quand l'émeute commence, la fusillade commence, qui fait écho à une phrase qui avait été prononcée par le chef de la police de Miami en 1968 dans le même contexte. De la même manière, on voit le président américain accuser les gouverneurs et maires démocrates d'avoir la main trop molle face à la gestion de ces émeutes. Et il cherche depuis quelques jours à mobiliser l'Insurrection Act de 1811 pour solliciter l'armée américaine afin de rétablir l'ordre. Il est fascinant d'ailleurs de voir que le droit américain regorge toujours de vieilles lois fédérales qui donnent énormément de marge de manœuvre au président, y compris pour suspendre parfois les droits civils. Alors, ce qui est tout à fait inédit aussi, c'est le fait que les plus hautes autorités militaires se soient prononcées contre ces perspectives. Et c'est à la fois rassurant sur la solidité démocratique et républicaine de l'armée américaine et en même temps inquiétant sur l'aggravation de la crise constitutionnelle. Et puis je voudrais peut-être terminer sur ça. Il est effrayant de voir un pays qui reste encore la première puissance économique, militaire et technologique mondiale s'enfoncer dans une crise sociale et démocratique toujours plus profonde. Plus que jamais, l'Amérique est divisée et on a un président qui souffle sur les braises, qui exacerbe les divisions. On voit les suprémacistes blancs organiser des contre-manifestations
en étant lourdement armé dans un pays où il y a 340 millions d'armes en circulation. Ce n'est pas usurpé, je pense, de dire qu'il y a, sinon un début de guerre civile, au moins un parfum ou un climat de guerre civile. Cependant que les inégalités atteignent un niveau record et risquent encore de s'aggraver avec la crise économique qui vient. On voit ces milliers de véhicules, de files d'attente de véhicules, souvent d'ailleurs des grosses cylindrées qui font la queue devant l'aide alimentaire. Donc je crois que les États-Unis sont, un peu comme à la fin des années 60 d'ailleurs, face à une très grave crise de civilisation sociale, démocratique. Et malheureusement, j'ai peur effectivement que les élections de novembre n'apportent pas de solution à cette crise de civilisation que traverse l'Amérique. D'une part parce que Trump a des chances d'être réélu, ça va se jouer dans les swing states, et d'autre part parce que Joe Biden, qui a été vice-président des États-Unis avec Barack Obama, incarne tout de même un système qui lui aussi a échoué, qui lui aussi a failli. Ce qui est en cause aussi, en creux ces derniers jours, c'est l'inaction d'Obama, ou en tout cas une action très molle pour régler la question des clivages raciaux aux États-Unis. Donc beaucoup d'inquiétudes effectivement pour le futur proche des États-Unis. Marc-Olivier Padis. À l'heure où nous parlons, la situation est quand même particulièrement instable et on commente d'assez loin ces événements. Et je pense que, pour ma part, que c'est un peu prématuré de se demander quel sera l'impact sur l'élection présidentielle. Ça me semble difficile à dire. Je crois qu'effectivement, la question qu'a posée David à l'instant sur, dans le fond, l'héritage d'Obama, comparé à la permanence et la force des inégalités sociales aux États-Unis, interroge. On voit bien que les Afro-Américains, les Noirs, sont confrontés à des inégalités à la fois sociales, sanitaires et sécuritaires, à des discriminations résidentielles qui sont très fortes et qui perdurent et qui donnent l'impression que dans le fond, rien ne change depuis les mouvements pour les droits civiques, les années 60, ou même que ça se dégrade, puisque le revenu moyen d'un ménage noir américain a progressé moins vite que le revenu moyen d'un ménage blanc, et donc les inégalités continuent à se creuser. Et donc on peut se demander si les Obama enthousiastes, parmi lesquels je me compte, n'ont pas sous-estimé l'inertie des réalités sociales américaines, malgré le symbole de l'élection d'Obama, c'est-à-dire les Américains pouvaient élire un président noir, mais cela ne voulait pas dire que les conflits raciaux étaient dépassés. Et donc, ça laisse un peu un goût d'amertume par rapport à ces années Obama. Cependant, je pense que l'élection d'Obama et sa réélection, ces 2 mandats, n'ont pas été simplement un accident superficiel de la trajectoire politique américaine. Je pense qu'il reste des choses de la présidence d'Obama. Il n'a pas plaidé en vain pour l'union, comme il a fait un discours fameux « More Perfect Union », dans le sens de la Constitution américaine. Il a montré ce qui était possible malgré les pesanteurs de l'histoire et il a donné foi dans une promesse américaine d'accomplissement par-delà l'héritage de l'esclavage et de la ségrégation, même si des difficultés énormes persistent. Alors je crois quand même aussi que ces manifestations qui sont en cours, indiquent quelque chose de nouveau, malgré l'impression de répétition. On a l'impression d'une Amérique engluée dans ses problèmes qui tournent en rond, toujours les mêmes difficultés, avec des choses très impressionnantes. On a rappelé des chiffres. Il y a quand même 1000 personnes qui meurent par an aux États-Unis à l'occasion d'interactions avec la police. C'est quand même un chiffre stupéfiant. Et donc, régulièrement, on a ces flambées de violence. Mais je crois que Béatrice a eu raison de dire qu'on avait affaire à des manifestations et non pas à des émeutes. Et d'ailleurs, dans le texte de James Mattis, l'ancien secrétaire à la Défense que Philippe a cité en introduction, James Mattis dit bien « Je ne pensais pas qu'on demanderait à l'armée d'intervenir contre les droits constitutionnels des citoyens. » Et s'il dit « droits constitutionnels », ça veut bien dire que pour lui, il s'agit ici de manifestations qui sont un droit constitutionnel et non pas d'émeutes pour lesquelles évidemment il n'y a pas de droit à l'émeute. Donc ça veut dire qu'un républicain
qui a été proche de Trump, lui-même considère que on a affaire à des manifestations et pas à des émeutes. Et du coup, on assiste à un cycle un peu inédit, c'est-à-dire que malgré l'impression de déjà-vu, l'impression de répétition, où on a, disons, un cycle d'événements qui se déroule dans un ordre bien précis et repérable, c'est-à-dire on a un fait divers qui cristallise le malaise des relations des Noirs américains avec la police, donc la mort d'un homme, on a rappelé des noms, Rodney King, Eric Garner et George Floyd, malheureusement cette fois-ci, donc ce fait divers. Ensuite, une agitation, des manifestations violentes, des pillages. Du coup, un débat au sein des manifestants sur la violence est-elle acceptable ou non. Et puis, une autre étape du cycle, la réaction de la police qui aggrave la situation, qui conforte les manifestants dans leur sentiment de ne pas être reconnus par la police. Et puis, si les événements continuent à dégénérer, eh bien, la majorité silencieuse souhaite un retour à l'ordre et donc finit par se séparer des manifestants et le cycle se finit dans l'amertume et la déception et la répression policière finalement. Sauf qu'ici, ce cycle, cette dernière phase du cycle n'est pas engagée et on a des prises de parole tout à fait inhabituelles de soutien aux manifestants et même des gestes tout à fait inédits de la police qui elle-même met un genou à terre, des shérifs qui rejoignent les manifestants. Béatrice l'a dit aussi, dans ces manifestations, elles sont multiraciales, elles ne sont pas noires et c'est quelque chose qui a été remarqué par les Noirs eux-mêmes. Il y a beaucoup de jeunes blancs d'hispaniques qui font partie de ces manifestations. Et donc, il se passe quelque chose de différent cette fois-ci, que Trump, évidemment, ne comprend pas, soit parce qu'il n'a pas été dans le bon rythme, c'est-à-dire qu'il a parlé de répression beaucoup trop tôt, en avant de phase du cycle, en quelque sorte, soit parce que dans le fond, il se passe autre chose, une cristallisation différente qui peut déboucher sur autre chose s'il est permis d'avoir une note d'espoir à ce sujet. Nicole Disotto. Oui, on a l'impression un peu d'assister en direct à un krach américain, non pas un krach boursier, mais l'impression d'une fracture globale, multiforme de la société américaine. Et vous l'avez tous dit, mais on a dans cette crise américaine la conjonction de trois fractures, une fracture raciale, une fracture sociale et une crise politique et morale incarnée par le rejet du président américain lui-même. Alors, très rapidement, la question raciale, ce qui est étonnant, c'est on a l'impression qu'elle est consubstantielle à l'histoire américaine. Elle a été au cœur de la guerre civile et on a l'impression qu'aujourd'hui, en 2020, la société américaine en est à peu près au même point. Je ne nie pas qu'il y a eu effectivement depuis Martin Luther King d'énormes progrès dans cette crise raciale, mais on a l'impression que c'est quelque chose d'indépassable, c'est un peu mutatis mutandis, le rôle que joue l'antisémitisme dans les sociétés européennes, c'est-à-dire c'est toujours combattu, c'est jamais vaincu et c'est toujours innocent à un moment ou à un autre. Et ça, je crois que c'est bien au-delà des critiques que l'on peut faire à Obama lui-même, et vous avez beaucoup ont donné de chiffres, mais quand on voit quand même l'état des Noirs américains aujourd'hui, le revenu est 2 fois moins élevé que le revenu du blanc américain, et un Noir américain a 2 fois et demi plus de chances d'être tué par la police qu'un blanc américain. Donc il y a quand même quelque chose de très structurel. Deuxième crise, la crise sociale, elle est beaucoup plus fluctuante. Et d'ailleurs, il faut reconnaître, Donald Trump avait rétabli une société du plein emploi, une société de croissance, une bourse en pleine effervescence, et on aurait pu penser qu'après ces 2 premières années de mandat, que les disparités sociales, les inégalités sociales auraient pu être réduites par cette croissance retrouvée. Évidemment,
notamment le Covid-19, dont il n'est pas responsable, a tout pulvérisé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point les Noirs américains ont payé un lourd tribut aux 100 000 morts décelés aux États-Unis, où les Noirs américains représentent uniquement 13% de la population, or ils représentent aussi le quart des cas de Covid-19, c'est-à-dire 4 fois plus que les Blancs américains. Et donc, on a cette crise sociale, c'est-à-dire 40 millions de chômeurs en plus, un salarié sur 4 aux États-Unis qui a fait une demande d'allocation, des soupes populaires qui attirent des queues absolument considérables. On a cette crise sociale qui s'ajoute donc à la crise au racisme traditionnel aux États-Unis, et puis s'ajoute la crise politique et morale qui, elle, est vraiment de la responsabilité de Donald Trump, puisque depuis son élection de novembre 2016, beaucoup d'observateurs on parle d'un état de guerre civile aux États-Unis, c'est-à-dire les démocrates n'ont jamais admis la victoire de Donald Trump, encore maintenant, puisqu'il a eu 2 millions de voix en moins que Hillary Clinton, et les républicains, de leur côté, n'ont jamais voulu la réconciliation avec les démocrates. Et on est, depuis 2016, dans un état de guerre civile larvée, avec une violence politique portée par le président lui-même à coup d'engueulades, de tweets mensongers, d'injures contre les journalistes, contre les hommes politiques, les intellectuels, etc., les antifas, comme il dit. Et donc, on a une société qui est extrêmement violente et on a aujourd'hui la conjonction de toutes ces violences, un peu ce qu'on appelait chez nous du temps des Gilets jaunes, la conjonction de toutes les colères, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression, aujourd'hui, qu'on est rentré dans une sorte d'imprévisible politique aux États-Unis. Moi, je ne sais pas quel sera l'impact sur les élections, mais ce qui me paraît clair, c'est que ni Donald Trump, ni Joe Biden, qui se contentent de réciter des poèmes face à ces événements, ne sont les hommes de la situation aujourd'hui. On est rentré dans une espèce d'imprévisible politique dans lequel beaucoup de choses peuvent se passer. Et je rappelle, juste pour conclure, que la société américaine, indépendamment de ce qui se passe en ce moment, est une société violente, fondée sur la violence. Le deuxième amendement donne le droit à chaque Américain de posséder son arme, de créer sa milice. Et donc, effectivement, il y a plus d'armes en circulation aujourd'hui que de citoyens américains. Et on a une extrême droite aux États-Unis qui est très puissante, très diverse. On compte 900 groupes affiliés à l'extrême droite, avec les groupes que l'on connaît traditionnels, le Ku Klux Klan, mais aussi de nouveaux groupes comme ce Boogaloo, qui est un groupe pour le retour du désordre et pour le retour de la guerre civile entre les Blancs et les Noirs. Et donc, je ne veux pas jouer les Cassandres, mais je pense que si ni Trump ni Biden ne sont les hommes de la situation aujourd'hui, on peut absolument craindre à peu près tous les scénarios, y compris les scénarios du pire d'ici les élections. On peut en effet pas oublier qu'il y a quelques semaines à peine, quelques jours, comme je le rappelais tout à l'heure, des manifestants armés ont ici envahi le siège du Parlement, ailleurs pendu en effigie des gouverneurs parce que ces gouverneurs ou ces parlements avaient légiféré en faveur du confinement. Béatrice Gibelin. Oui, je voudrais quand même revenir sur ce que disait Nicole Niessotto en disant on a l'impression que cette situation, ce racisme, et comme faisant référence à notre antisémitisme européen, est indépassable. Ça me rappelle le texte de Tocqueville qui disait la situation, le problème des Noirs, c'est qu'ils sont noirs et qu'on les repérera toujours et que leur situation de dominés, aucun d'entre eux à l'origine n'étant né, à la différence des Indiens, sur le territoire et étant arrivés comme esclaves, rendra très difficile de sortir de cette histoire-là. Et d'une certaine façon, ce qu'il disait donc à cette fin du XVIIIe siècle et début du XIXe est toujours présent. Deuxième chose, je serais très prudente sur le terme de guerre civile larvée. Il peut y avoir des tensions extrêmement fortes, mais la guerre civile, c'est quand même autre chose. Et heureusement, nous n'y sommes pas encore et espérons qu'on n'y sera jamais. La nation américaine
existe encore, même si elle est extrêmement polarisée et divisée de par la volonté de Trump. Mais je serais un peu comme Marc-Olivier. Je vois quand même dans ces manifestations qui sont dans tous les États, qui sont dans toutes les grandes villes, et essentiellement dans des villes universitaires, c'est vrai, mais qui sont aussi multiethniques, l'existence aussi d'une nation américaine qui peut être profondément démocrate et qui peut peut-être nous laisser un peu d'espoir. Oui, Béatrice, hors micro, puisque nous pouvons converser grâce à nos écrans d'ordinateur, vous faisiez remarquer que dans les manifestations, contrairement à celles des années 60, où il y avait eu des dizaines de morts dans les manifestations récentes, grâce à Dieu, ça n'est pas arrivé n'est pas arrivé. Oui, justement, parce que ça n'est pas resté confiné sur un quartier noir. Oui. Et qu'ils sont sortis et qu'autrefois, ils ne pouvaient pas sortir du quartier noir. Et là, ils peuvent avoir accès d'une certaine façon au quartier de classe moyenne ou au beau quartier. Et ça, c'est un changement, de mon point de vue, extrêmement important. Nicole Lisoto ? Oui, 2 remarques très rapides. La première sur effectivement ce qu'a noté Béatrice Gibelin dans ces manifestations, il y a énormément de blancs, de jeunes blancs à côté des manifestants noirs américains. Mais quand on regarde les slogans, moi je ne suis pas sûre que tous ces gens soient anti-Trump et pour le camp des démocrates. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de noirs, y compris des jeunes blancs, qui en ont assez du système libéral démocrate américain, représenté naguère par Madame Clinton, aujourd'hui par un vieux monsieur sympathique, mais enfin bon, et qui ne correspond pas à leur colère, qui ne correspond pas à leur demande. Ça, je crois qu'il ne faut pas avoir l'illusion que tous ces gens dans la rue sont contre Trump. Je crois que ce serait trop facile. Ma deuxième remarque, c'est simplement pour ajouter un élément, si on se pose la question des conséquences de tout cela, je crois qu'une des conséquences à l'international, c'est de délégitimer encore un peu plus, si c'était possible, la prétention américaine à une espèce de leadership, d'hyperpuissance mondiale. Je crois que l'Amérique est totalement délégitimée quand on voit que l'Iran aujourd'hui fait la morale à Donald Trump en leur disant c'est pas bien de traiter comme ça ces manifestants. On voit que l'ONU, le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, a demandé une commission d'enquête sur les violences policières. Là, je crois que les États-Unis atteignent le fond et c'est pas forcément une très bonne nouvelle quand on sait que la Chine, elle, est au contraire le très grand défenseur du multilatéralisme. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à un autre sujet, tout en restant sur le continent américain, qui est celui de Donald Trump et de sa rupture avec l'OMS. Il a annoncé le 29 mai mettre fin à la relation entre les États-Unis et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Il accuse cette organisation onusienne de se montrer depuis le début de la pandémie trop indulgente avec la Chine, où le coronavirus est apparu en décembre, avant de se répandre sur la planète. La décision était redoutée mais attendue. Après avoir gelé son financement en avril, puis avoir sommé l'OMS à la mi-mai de se réformer en profondeur dans les 30 jours, Donald Trump a finalement privé l'organisation d'une part essentielle de son maigre budget et il a menacé ainsi des programmes de santé dans les pays les plus pauvres. Créée en 1948, l'OMS est une énorme machine, 7000 employés. Elle est présente dans le monde entier. Ses missions sont tributaires des crédits accordés par ses États membres et par les dons de bienfaiteurs privés. Dotée de 2,8 milliards de dollars par an, l'OMS a le budget d'un hôpital de taille moyenne dans un pays développé, a déploré son directeur général, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus. Avec 893 millions de dollars apportés sur la période 2018-2019, 1,5% du budget, les États-Unis sont le premier bailleur de fonds, devant la fondation Bill et Melinda Gates, premier contributeur privé, l'Alliance du vaccin Gavi, le Royaume-Uni et l'Allemagne, et loin devant la Chine, et c'est 86 millions. La contribution américaine va essentiellement en Afrique et au Moyen-Orient. Environ un tiers de ces contributions cofinancent les opérations de lutte contre les urgences sanitaires, le reste étant d'abord consacré au programme d'éradication de la poliomyélite,
à l'amélioration de l'accès aux services de santé et à la prévention et à la lutte contre les épidémies. L'annonce américaine a stupéfié la communauté scientifique. Richard Horton, le rédacteur en chef de la revue britannique The Lancet, l'a qualifiée de folle et terrifiante, estimant que le gouvernement américain joue au voyou en pleine urgence humanitaire. Une question demeure sans réponse pour le moment. Quand et comment les États-Unis couperont-ils concrètement les vivres à l'OMS ? Dans un tweet publié le 29 mai, Lawrence Gostin, professeur au O'Neill Institute for National and Global Health Law à l'université de Georgetown et collaborateur de l'OMS, a jugé la décision du président américain illégale à 2 titres. Les États-Unis ont signé et ratifié un traité d'adhésion à l'OMS et les crédits sont votés par le Congrès des États-Unis. Sur cette question, Nicole Niesotto. Oui, alors l'OMS, c'est a priori l'organe du système onusien le moins conflictuel qui puisse exister, puisque c'est une vieille institution, elle a été créée en 1948, après la Seconde Guerre mondiale, et son objectif, sa mission est absolument non conflictuelle, a priori, puisqu'il s'agit d'amener le monde au niveau de santé le plus élevé possible. C'est presque une mission œcuménique dont on pouvait espérer qu'elle resterait en dehors des affrontements internationaux traditionnels. Or, tout d'un coup, avec la pandémie du Covid-19, l'OMS se trouve au cœur de l'affrontement géopolitique mondial, c'est-à-dire l'affrontement entre les États-Unis et la Chine. Alors, quel est le problème? Premièrement, il y a un problème américain qui se greffe à une crise plus globale du multilatéralisme. Alors, le problème américain, c'est que Donald Trump accuse l'OMS, et en particulier son président éthiopien, d'avoir tardé à réagir, d'avoir lors de l'apparition de la pandémie, d'avoir défendu les intérêts chinois, d'avoir modulé sa réaction sur les communiqués de la Chine et accuse donc l'OMS d'être un instrument au service de la diplomatie chinoise. Ils ont donc suspendu leur budget de 400 millions de dollars le 30 mai dernier, mais je rappelle que c'est pas la première colère de Donald Trump contre le système onusien. En 2017, il a suspendu le budget puis rompu avec l'UNESCO à cause d'une déclaration favorable aux Palestiniens. En 2018, il a quitté le Conseil des droits de l'homme à cause d'une déclaration pas assez favorable à Israël, sans parler de ses dénonciations de la COP21, de l'accord de 2015 sur l'Iran, etc., etc. Donc, les États-Unis accusent l'OMS de complicité ou en tout cas de partialité en faveur de la Chine. Est-ce qu'il a tort ou est-ce qu'il a raison? Et là, on est quand même obligé de dire, même si je n'ai aucun élément, aucune preuve, mais on est quand même obligé de dire, quand on regarde la chronologie, et on trouve cette chronologie dans de nombreux journaux très sérieux, notamment Le Monde, on est quand même obligé de reconnaître que le président de l'OMS a effectivement tardé à reconnaître la pandémie, a encensé la réponse chinoise au Covid-19 en disant qu'on n'avait jamais vu une telle perfection, à tel point que même l'Union européenne a demandé une enquête internationale pour voir ce qui s'est vraiment passé à Wuhan. Alors, nous n'avons pas de preuves, mais il est clair, moi il me paraît clair que la Chine fait exactement ce que les États-Unis et les Occidentaux ont fait depuis 1945, c'est-à-dire instrumentaliser les organisations internationales à leur profit quand elles le peuvent. Et donc là, les Chinois avaient un Éthiopien ancien communiste et ils ont essayé, sans doute avec succès, d'instrumentaliser l'OMS en faveur de leur image internationale. Je comprends que l'on puisse s'en offusquer, mais dans une certaine limite, puisque c'est ce qu'on a fait quand même tous depuis 1945. Donc ça, c'est la première crise, la crise américaine vis-à-vis de l'OMS. Et il y a quand même un point d'interrogation. Donald Trump n'est quand même pas dénoué d'arguments. Il y a deuxième crise là-dessus qui se greffe, qui est la crise plus générale du multilatéralisme, alors qui est une vieille histoire ou un vieux débat en tout cas, mais qui, depuis la montée en puissance de ce qu'on appelle les émergents, notamment la Chine et l'Inde, qui pointe un défi de légitimité de toutes les institutions internationales que l'on a créées après 1945. C'est-à-dire, ces institutions représentent l'État, la hiérarchie des puissances des années 50, elles ne
représente absolument pas l'état du monde de 2020, et en particulier pour l'Inde, qui n'est pas membre du Conseil de sécurité, par exemple. Et donc, depuis très longtemps, on a la crise du multilatéralisme parce que, justement, ces institutions sont considérées comme moins légitimes qu'autrefois. Et la Chine est au cœur de ce débat. Elle était très mal placée dans le système multilatéral jusqu'en 90. Petit à petit, elle a grignoté du pouvoir. Elle a obtenu une place tout à fait importante, la deuxième place dans le système international, tout doucement, sans faire de bruit. Elle a aujourd'hui la présidence de 4 des 15 organisations des Nations Unies. Elle a en particulier la FAO et l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Elle a aussi la présidence de l'Union internationale des télécommunications. Quand on sait l'importance de la 5G, on trouve que c'est quand même pas mal. Elle a la présidence de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, c'est-à-dire l'innovation. Et elle a 7 postes de secrétaire généraux sur 15. Elle est le deuxième contributeur de toutes ces institutions, de toutes les institutions du système onusien après les États-Unis et le Japon parfois. Et donc la Chine s'est fait une place totalement considérable en 25 ans. Elle a même obtenu l'augmentation de ses droits de vote au FMI et à la Banque mondiale, où elle est aujourd'hui devant l'Allemagne et devant la France pour les droits de vote. Elle a 6% des droits, alors qu'elle n'avait autrefois que à peine 2%. Et donc, il y a un très grand malaise des Occidentaux, en particulier des Américains, qui ont accepté de faire un peu de place aux autres, mais qui refusent le fait accompli de leur perte d'influence propre. Et je crois que la crise du multilatéralisme aujourd'hui, c'est d'abord une crise de la puissance américaine, c'est une crise de la puissance occidentale. Et pour Donald Trump, c'est totalement inacceptable. Le partage du pouvoir est ce que les États-Unis, je crois, ont le plus de mal à faire, d'autant que l'Amérique est quand même le premier pourvoyeur financier de toutes ces organisations. Les États-Unis payent 22% du budget de l'ONU, 27% des opérations de maintien de la paix, 30% du budget du HCR, etc., etc. Donc, on a une crise du multilatéralisme qui est vieille, qui est une crise de légitimité parce que ni l'Afrique ni l'Amérique latine n'ont de grands représentants dans ces organisations, dans ce système onusien, encore une fois, qui reflète des années 50, mais là-dessus s'ajoute effectivement la crise de Donald Trump vis-à-vis ce qu'il considère comme un rapt du pouvoir par les puissances émergentes, en particulier pour la Chine. Et c'est là où je termine là-dessus, où on voit que la stratégie américaine est totalement stupide, puisque la décision de Trump, la décision de Trump, c'est de retirer les fonds aux organisations internationales qu'il considère comme plus à la botte d'autres puissances qu'à la botte américaine. Et c'est exactement ce que la Chine attend. Elle en profite. Les Chinois ont dit sur l'OMS que c'était pas grave, qu'ils allaient compenser la perte financière que fera l'OMS, etc., etc. Donc on a une stratégie américaine qui ne fait que renforcer le pouvoir de la Chine. Et je rappelle que la Chine est aujourd'hui, avec la France, le plus grand défenseur du multilatéralisme dans le monde. Marc-Olivier Padis. Oui, Nicole a très bien résumé toute la question du multilatéralisme, la situation de l'OMS prise dans le conflit entre les États-Unis et la Chine, et puis la crise plus générale même du multilatéralisme dans la situation internationale actuelle. On voit bien tout de même que, disons, le soft power chinois aura du mal à s'affirmer sur la scène mondiale et qu'on n'est pas prêt d'embrasser cette influence chinoise qui s'annonce d'ailleurs beaucoup moins soft que hard. Moi, je voudrais prendre le sujet par un autre angle, qui est l'angle sanitaire, parce qu'après tout, l'OMS est une institution qui doit répondre à un certain nombre de risques sanitaires globaux et qui doit alerter les pays membres, enfin tous les pays d'ailleurs, enfin 194, des difficultés qui peuvent se présenter, des événements inattendus ou habituels qui apparaissent. Et en fait, ce qu'on a vu avec la crise sanitaire que nous venons de traverser, c'est que nous avons affaire à des nouvelles maladies émergentes, à des épidémies qui apparaissent alors dans des conditions qui sont liées aux interactions entre les sociétés humaines
les faunes sauvages et parfois, c'est plutôt ce qu'on observait dans le cas du SRAS et du MERS, les animaux domestiques. Et donc, ces événements sont de plus en plus courants parce que la déforestation, le trafic des animaux sauvages, le contact des activités humaines dans des zones jusque-là protégées, eh bien, nous rendent vulnérables à des maladies qui sont portées par des animaux sauvages. Et donc, c'est ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire des transferts de maladies du monde animal au monde humain. Et on s'attendait plutôt à voir émerger ce type de problème dans nos relations avec les animaux domestiques, parce que il y a de plus en plus d'élevage industriel, il y a une hausse de la consommation de la viande à l'échelle mondiale qui fait que l'élevage se développe et aussi qu'il y a une circulation internationale des animaux d'élevage qui augmente le risque de ce type d'événement. Et donc, en fait, la difficulté, c'est que l'OMS a bien mandat d'observer des événements attendus, mais en revanche, elle n'est pas compétente sur, dans le fond, les questions environnementales et même vétérinaires qu'il faudrait suivre pour surveiller l'émergence de ces maladies. Et il y a d'autres agences de l'ONU, la FAO qui s'occupe de l'alimentation et d'agriculture, il y a une organisation internationale de la santé animale qui surveille ça, il y a une agence pour la biodiversité, et en fait on a affaire ici à un problème typiquement de travail commun d'institutions internationales ou d'agences qui doivent aujourd'hui apprendre à observer un objet commun qui est l'émergence de nouveaux risques épidémiques, qui est un phénomène tellement global qu'il faut une diversité de compétences, de regards dessus. Alors depuis 2011, l'OMS a lancé un programme qui s'appelle One Health, ça veut dire une seule santé, pour étudier justement les interactions entre santé humaine, santé animale et santé environnementale, parce qu'on prend conscience du fait que la santé humaine n'est pas indépendante de ça. Mais malheureusement, ce programme qui répond bien aux défis actuels est encore un peu une coquille vide. Il y a des programmes de recherche qui sont associés à cette initiative, mais pas encore assez de travail. Et on voit bien que là, il y a une piste. Donc, je rajoute juste pour conclure que en plus de tous les problèmes qu'a montré Nicole, l'OMS est confrontée aussi à un enjeu de redéfinition profonde de sa mission et de sa raison d'être. David Chase. Oui, alors sur ce sujet, effectivement, il y a à la fois les griefs de Donald Trump vis-à-vis de l'OMS et ses calculs politiciens, et plus largement la crise du multilatéralisme. Alors sur les griefs de Donald Trump vis-à-vis de l'OMS, je souscris assez à ce qu'a dit Nicole Niesotto, même si ça m'écorche la langue de le dire. Donald Trump n'a pas tort, surtout, et il est assez curieux de voir la lenteur avec laquelle cette organisation, censée prévenir, informer, partager de l'information, des bonnes pratiques et des standards, la lenteur avec laquelle elle a réagi. Il faut quand même se rappeler que le 14 janvier, l'OMS avait déclaré par voie de communiqué officiel, les enquêtes préliminaires menées par les autorités chinoises n'ont pas trouvé de preuves claires de transmission interhumaine. Et l'OMS a énormément tardé à déclarer de la même manière l'urgence de santé publique de portée internationale. Ce n'est que le 11 mars, dans mon souvenir, que l'OMS a décrété l'état de pandémie mondiale. Et comme beaucoup d'États-nations s'appuient énormément sur les informations de l'OMS et les communications de l'OMS pour calibrer ou ajuster leur politique de santé, il est probable que cette nonchalance, à tout le moins, soit responsable de certaines lenteurs dans les réactions vis-à-vis de la pandémie. Alors ensuite, la réaction de Donald Trump n'est pas dénuée d'arrière-pensée politicienne, et il faut lui reconnaître aussi une certaine cohérence doctrinale de ce point de vue. Les États-Unis, qui sont depuis 1945 la clé de voûte du système international, en sont subitement devenus, en un virage à 180 degrés dont Donald Trump a le secret, la première contestataire. Les États-Unis sont devenus les premiers contestataires de l'ordre international.
Nicole Nisotto le rappelait tout à l'heure, dès la campagne présidentielle de 2016, Donald Trump critiquait le fonctionnement de l'OTAN, invectivant les États européens qui consacrent moins de 2% de leur budget à des dépenses militaires. Il s'est retiré de l'accord de Paris, il a retiré ses financements de l'UNESCO, et à chaque fois, effectivement, il cherche à créer l'incident. Il s'appuie sur une déclaration, sur une décision, sur une absence de réponse à ces questions pour provoquer l'incident et se retirer du système international brique après brique, parce que fondamentalement, son agenda, c'est le rejet, la contestation du multilatéralisme. D'ailleurs, Steve Bannon, qui a été un de ses stratèges et un de ses cerveaux, le reconnaît explicitement dans une interview très intéressante qu'il avait donnée l'année dernière au Figaro Magazine. La politique étrangère de Donald Trump, c'est le retour en force des souverainetés nationales des États-nations et le refus du multilatéralisme. Évidemment, la conséquence concrète de cela, c'est que les États-Unis ont complètement désinvesti les institutions internationales. Alors, il y a les coups de tonnerre médiatiques dont Donald Trump a le secret, mais il y a aussi les conséquences très concrètes dont les fonctionnaires à l'ONU peuvent vous parler. Les Américains se sont retirés, par exemple, de tous ces comités techniques qui travaillent en coulisses pour définir des standards ou des normes techniques internationales, que ce soit pour le financement du terrorisme, pour l'agriculture, pour toute une série d'institutions internationales. Et ce désinvestissement américain a été très bien compris par la Chine, qui, elle, au contraire, a surinvesti un certain nombre de comités techniques dans lesquels elle essaie de faire passer ses propres normes techniques qui correspondent aussi à sa vision du monde. Et à côté de ça, la Chine développe ses propres instruments financiers multilatéraux. Je pense par exemple à la création en grande pompe de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures et le développement, qui est censée financer les routes de la soie. Et la Chine construit aussi, comme avaient su le faire les Américains après 1945, un réseau d'États obligés ou affidés qui votent systématiquement en faveur de ces recommandations. C'est assez patent dans le cas des pays africains, mais aussi de certains pays sud-américains. Donc, ce qu'on voit, c'est que on est dans une crise assez grave du multilatéralisme, où on a d'un côté une puissance américaine qui s'en retire systématiquement, de l'autre une puissance chinoise qui a compris qu'elle pouvait s'appuyer sur ce multilatéralisme pour consolider sa puissance. Mais pour terminer, moi, je voudrais dire aussi qu'au-delà de la question sanitaire et de l'OMS, cette crise a révélé les très grandes lacunes de notre système international. Depuis 30 ou 40 ans, la majorité des efforts a été portée sur les questions économiques, et notamment la libération des flux économiques et financiers. On a obligé un certain nombre de pays, y compris en développement, à ouvrir totalement leurs comptes de capital, ce qui a parfois provoqué des crises épouvantables en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est. On a énormément progressé sur le libre-échange avec ses bons et ses mauvais côtés. Mais en revanche, si peu, très peu, trop peu a été fait pour les biens publics mondiaux. On le voit avec la faiblesse des politiques environnementales mondiales, l'accord de Paris si peu respecté, si peu prescriptif, la faiblesse de l'OMS, la faiblesse de l'OIT aussi, qui était, lorsqu'elle a été conçue, pensée avec la charte de Philadelphie, une institution capitale de l'ordre international, aujourd'hui est totalement en déshérence, totalement en crise. Donc il serait peut-être temps de faire, comme le suggère l'économiste turco-américain Dani Rodrik, de remettre la mondialisation sur ses jambes et de sortir de ce débat stérile entre d'un côté ceux qui prônent la mondialisation libérale qui ne repose que sur des flux économiques et financiers, et de l'autre ceux qui appellent de leur vœu une démondialisation, un peu comme Trump, en se retirant de toutes les institutions internationales. Il faut construire une mondialisation plus fraternelle, une mondialisation des biens publics, mais j'ai conscience que ça relève un peu du vœu pieux dans le contexte actuel. Béatrice Gibla. Oui, je partage totalement tout ce qui a été dit précédemment, mais je voudrais redire que l'OMS est vraiment une institution absolument indispensable. Et si elle est loin d'être parfaite, elle a quand même eu des actions extrêmement positives. Et elle joue un rôle dans la vaccination. Si on connaît une croissance démographique aussi importante dans un certain nombre des pays qu'on a
appelait autrefois le tiers-monde, c'est aussi grâce au travail de l'OMS. Et on doit effectivement s'insurger de la faiblesse de son budget. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les États ne participent qu'à hauteur de 20% pour le budget de l'OMS. 80%, ce sont les fondations comme celle de Bill et Melinda Gates, mais ce sont les ONG, ce sont des mécènes, ce sont des entreprises. On a complètement inversé entre les années 70 et aujourd'hui ce rapport. C'était 80% autrefois de financement public et aujourd'hui les États ne représentent plus que 20%. Et dans cette faiblesse de l'OMS, il y a aussi pas seulement la responsabilité aujourd'hui de Trump qui coupe les vivres, mais aussi de tous les États qui ont beaucoup de mal à, confier à l'OMS une partie de leur souveraineté. Ils n'appuient pas véritablement le rôle de l'OMS. Et dans ce que disait David sur la nécessité d'une mondialisation plus fraternelle, il faudrait aussi que les États réellement joue le jeu. En fait, l'ensemble des États qui participent, et des plus importants qui font partie bien sûr de l'OMS, puisqu'il y en a 194, il y a le refus au fond d'un multilatéralisme beaucoup plus profond et d'abandonner peut-être une part de souveraineté pour pouvoir avoir une OMS un peu plus active. Voilà, il me semble. Merci. Nous avons maintenant atteint la dernière séquence de notre émission, la séquence des brèves, que j'ouvrirai, contrairement à l'usage, non pas en recommandant un livre, mais en notant un événement. Nous avons donc appris cette semaine qu'un cinéma installé depuis 82 ans sur les Champs-Élysées, l'UGC Georges V, ne rouvrirait pas le 22 juin, contrairement à toutes les autres salles de Paris et de France. La Covid-19 n'y est pour rien. C'est le propriétaire des murs, la société Groupama, qui en a décidé ainsi parce qu'il juge le loyer qu'il perçoit, je cite, insuffisant. Il n'a pas décidé de fermer ce cinéma parce que l'UGC lui fait perdre de l'argent. Il n'a pas décidé parce que l'UGC Georges V ne lui rapporte rien. Il a décidé simplement parce que cette salle de cinéma ne lui rapporte pas assez et qu'il préfère la transformer en hôtel. Groupama est aussi propriétaire des murs du théâtre de l'Athénée, que dirigea Louis Jouvet de 1945 à sa mort. Le directeur de ce théâtre, qui a porté à 75% le taux de fréquentation de sa salle, essaie en vain, depuis plusieurs années, de faire adouber par le ministère de la Culture le projet de rachat des murs du théâtre de l'Athénée par une fondation dont il a rassemblé les potentiels donateurs. Peut-on espérer que la fermeture de l'UGC Georges V et ce qu'elle dévoile de Groupama secourra l'immobilisme de la rue de Valois? Béatrice Gibelin. Eh bien, moi, ce sera un ouvrage, comme d'habitude, qui s'intitule L'Aigle, le Dragon et la crise planétaire, qui a été écrit par Jean-Michel Valentin dans une nouvelle collection du Seuil qui est Anthropocène. C'est un ouvrage qui correspond très bien au débat que nous avons eu aujourd'hui, puisqu'il s'interroge, Valentin, sur cette rivalité entre la Chine et les États-Unis à l'aune, au fond, des changements climatiques et qui connaissent l'une et l'autre, ces deux puissances, des phénomènes climatiques extrêmes qui risquent de les pénaliser très très fortement. Or, c'est ce qu'il appelle la Chine américaine, émet à peu près 45% des gaz à effet de serre, exercent une pression sur la biodiversité extrême, sont en compétition pour l'accès aux ressources et que d'une certaine façon, l'une et l'autre, dans cette course à la puissance, vont peut-être aussi, d'une certaine façon, concourir à leur perte, en imaginant peut-être qu'une coopération, je ne pense pas qu'on en prenne pour le moment le chemin, permettrait peut-être de sortir par le haut de cette rivalité de puissance. Un donne à penser. Nicole Disotto. Alors, je vais être beaucoup plus superficielle et je voudrais évoquer avec vous le best-seller annoncé de l'été, autrement dit le 4e roman de Joël Dicker, L'énigme de la chambre 622, paru aux éditions de Fallois à la fin du confinement. Il est déjà dans tête des listes de vente. Absolument. Premier tirage, 400 000 exemplaires.
j'ai un sentiment très ambivalent, donc que je vous livre. À la fin des 659 pages, quand vous refermez le livre, vous vous dites, c'est vraiment parfaitement nul. Et pourtant, durant toute la lecture, se produit un phénomène d'addiction à l'énigme, à l'intrigue, qui est assez exceptionnel, assez réussi. Et donc, au final, je ne sais pas ce qui l'emporte. Est-ce que c'est le plaisir de l'intrigue ou de la déception d'avoir perdu son temps pour ce qui est tout sauf de la littérature? Je vous laisse juge. David Jays. Ça donne très envie de lire Joël Dicker, effectivement. Pour ma part, je suis en train de lire avec délectation le jamais décevant François Sureau, son récit qui s'appelle L'or du temps, dans lequel il articule à la fois une remontée géographique de la Seine, une remontée dans sa mémoire, une remontée dans l'histoire de France. Moi qui ai grandi au bord de la Garonne et qui connaissais si mal la Seine, finalement, c'est une lecture délicieuse et je vous le recommande. Voilà, François Sureau n'est jamais décevant, quel que soit le genre littéraire auquel il s'adonne. Marc-Olivier Padis, François Sureau est un ami de longue date de cette émission et de temps en temps un participant, mais maintenant qu'il a accédé à un vedettariat quasiment international, il est plus difficile à avoir. Mais enfin, il n'en est pas moins dans notre amicale pensée. Marc-Olivier Padis. Comme nous avons parlé des États-Unis, je recommande un numéro de revue, L'économie politique, le numéro d'avril, numéro 86, sur les États-Unis, quel renouveau à gauche, qui permet de faire le point sur les grands enjeux économiques, surtout des États-Unis. La question fiscale avec l'économiste français Gabriel Zucman, la question de l'assurance maladie, bien sûr, le projet de Green New Deal, la question du financement des partis politiques qui pèse particulièrement sur les résultats. Et donc, ça fait un très bon tour d'horizon en perspective des élections de novembre. Je vous remercie, que nos auditeurs se souviennent du Bada avec François Vantôme sur la situation en Australie et qu'ils se préparent au Bada sur le Vanuatu, qui sera diffusé donc à partir de mardi. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Charles de Cilia qui est notre ingénieur du son, Benoît Carré qui rédige le compte-rendu analytique, c'est-à-dire le compendium de notre conversation, Nicolas Tourneau qui veille à notre site, Olivier Magloire qui veille aux sites qui nous permettent d'être financés, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Enfin, je vous donne rendez-vous mardi pour ce Bada sur le Vanuatu avec Frédéric Decamps, et la semaine prochaine pour un nouvel Esprit Public. Merci, à bientôt.